Bonjour, bienvenue dans ce point bourse du 5 septembre 2024. Alors aujourd'hui, on va parler des matières premières, toujours des chiffres aux États-Unis qui arrivent et qui confirment le ralentissement américain, et puis de quelques actions notamment par secteur avec le luxe qui a du mal et la technologie qui freine un peu sa chute. Alors comme d'habitude, avant de commencer, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors avant de faire les graphes, on va parler des chiffres, notamment aux États-Unis avec création d'emplois non agricoles qui sont revenus très faibles. On était à environ 122 000 le mois dernier, on attendait environ 136 000, on tombe à moins de 100 000, c'est-à-dire 99 000, ce seront peut-être des chiffres révisés, mais qui seront probablement pas révisés de l'ordre de 20 ou 30%, donc on a quand même une grosse baisse qui était déjà initiée, donc on a la confirmation du ralentissement du marché de l'emploi américain. À côté de ça, on a les PMI services notamment, qui eux reviennent toujours plutôt fort. Pourquoi? Probablement parce qu'il faut encore du temps pour que ces chiffres sur les PMI, sur les services notamment, baissent quand l'économie commencera, et c'est le cas, américaine commencera à baisser, je pense que tous les chiffres qu'on aura sur les PMI et PMI services surtout vont commencer à baisser, se rapprocher de 50. Là, on était à 55. On attendait un peu mieux avec 55,2. On en arrive à 55,7. Donc on voit que les chiffres encore qui nous arrivent sont positifs, mais ça va arriver avec du retard, comme d'habitude, et le temps que l'économie ralentisse. On va avoir dans quelques mois un ralentissement global et complet sur tous ces indicateurs. C'est pour ça que je pense que c'est un peu la fin sur les bonnes nouvelles. Bonne nouvelle des indicateurs. C'est pour ça qu'il fallait anticiper un peu avant et baisser, je pense, les taux bien avant. Parce que les stats économiques, elles arrivent toujours en retard et il y a toujours un délai avant de les voir s'infléchir. Donc, bon, on verra. Euh, et c'est tout pour les chiffres. On va arrêter de critiquer la Fed, hein, même si c'est mon sport favori. Le Brent, le pétrole, petit rebond, déjà parce qu'on est bas, aussi parce que les stocks de pétrole ont un peu baissé dernièrement, notamment aux États-Unis, donc il va falloir les refaire, hein. On a des stats toutes les semaines sur les stocks de pétrole. Comme ils ont pas augmenté, on a un peu tapé dedans, forcément, ça reprend un peu. On est toujours dans le haut, hein, tant qu'on reste au-dessus des 70. À 70, on pourra peut-être s'inquiéter sur une demande mondiale peut-être un peu faiblarde. Là, on est quand même sur du pétrole très cher, hein. Un petit point sur le jus d'orange qui prend quasiment 4% ou 5% aujourd'hui. Donc, c'est le graphe d'hier, hein. On est autour des plus hauts à nouveau, hein, sur le jus d'orange. On est en train à nouveau de taper un peu les résistances sur le plus haut. Moi, je suis toujours positif, hein, sur le jus d'orange. On a donné un signal plutôt intéressant de continuation de la tendance finalement sur le jus d'orange avec des récoltes qui ont été mauvaises dues aux conditions climatiques. Donc, le prix mécaniquement continue, hein, de monter, et ça depuis un moment, hein. Et il n'y a pas de baisse. On n'aura probablement pas de baisse avant la prochaine récolte et pas avant la fin de l'année, je pense. Donc, toujours plutôt favorable. Tant qu'on n'a pas des signaux techniques contre la hausse du jus d'orange, ça vaut mieux le coup de rester. Les métaux qui font un petit rebond en général, on va regarder l'or, on le voit, hein. On avait parlé de ce niveau à 2483, on est parti en rebond. L'argent, alors l'argent, c'est pas encore parti pour moi, l'argent, hein, la première séquence, elle est partie, mais on attend un peu la deuxième séquence plus forte sur l'argent à surveiller. Je pense qu'il y aura peut-être un petit rattrapage à faire, mais pour l'instant, on n'est pas encore sorti, hein, sur l'argent. Donc moi, j'attendrai un gros changement de direction, et puis retrouver l'argent au-dessus des 30 ou des 31, ça pourrait être intéressant. Là, on est encore un peu dans l'attente, je pense, sur ce métal précieux. Et le blé qui est en train d'essayer de casser sa résistance ici, il va peut-être y arriver. C'est peut-être une question de jour pour enfin confirmer la hausse du prix du blé, hein, qui est descendu beaucoup trop bas, notamment, hein, avec ce qui se passe en Europe de l'Est. On va regarder le CAC 40.
Le CAC qui perd 0,9 et je dirais qu'il perd que 0,9. Pourquoi? Parce que on a le luxe qui est très pondéré hein, sur le CAC 40 qui s'est fait complètement démonter. Et on sait que le CAC 40, hein, dès que le luxe monte ou descend, il suit un peu la tendance. Et là, finalement, il a été bien, bien amorti par beaucoup d'autres valeurs qui sont en rebond. Rebond qu'on peut attribuer peut-être à des rotations sectorielles, et puis aussi sur le plan un peu national, avec le retour d'un gouvernement en France. Hein. On a Michel Barnier. Alors on aurait préféré Michel Bernier, on aurait peut-être plus rigolé, mais bon, c'est comme ça, un ancien commissaire européen qui a été nommé Premier ministre. Donc c'est plutôt une bonne chose, notamment pour la dette de la France, parce que les marchés jugent que lui, il pourra faire un gouvernement et pas vraiment sur les lois et les propositions, mais plus sur la gestion du budget qui devrait être conforme et ne pas trop handicaper la dette et le déficit qui sont déjà énormes en France. Le but c'est ça, sinon le marché obligataire aussi va être plus intéressant pour les autres pays par rapport aux obligations françaises notamment. Donc ça va handicaper énormément. Donc c'est ça un peu ce qui se joue maintenant, c'est peut-être à remettre la France un peu au niveau pour être à nouveau, pour attirer les investisseurs et pour leur montrer que le pays est bien géré. On y croit. Mais surtout, empêcher la dette et le déficit de continuer à croître parce que à terme, on est pénalisé sur les marchés, hein, les obligations françaises et les investisseurs. Quand ils voient une dette comme ça qui explose, les rendements sont pas les mêmes sur les obligations et puis on préfère investir peut-être sur des marchés qui sont plus porteurs et moins risqués finalement parce que oui, la France, si elle continue, elle va devenir un marché risqué. Donc le rebond en partie sur le CAC et en partie sur les bancaires aussi. On va regarder les bancaires. La BNP qui prend 2,7. Boum, on casse. Toujours intéressant la BNP hein, sur le long terme. Et puis c'est peut-être que la nomination là de ce nouveau Premier ministre devrait permettre à la BNP de s'en sortir sur le moyen terme. Alors on va continuer de baisser les taux, hein, probablement à la prochaine réunion à la BCE. Mais le ralentissement, ça va pas aider et favoriser énormément la BNP. À voir quand même la force de cette annonce. Alors les volumes sont pas énormes, c'est ça qui est dommage. Le chandelier il est beau, la cassure elle est belle, mais finalement on a presque des volumes normaux sur cette valeur et puis sur le secteur. À court terme, je pense qu'on a quand même une petite dynamique, mais est-ce qu'on va réussir déjà à combler le gap? Et si c'est le cas, ouais, on confirmera quand même quelque chose de largement favorable sur la BNP et les bancaires. Encore une fois, est-ce que c'est le bon moment pour s'investir long terme sur ces niveaux-là? Je suis un peu partagé, je sais pas trop, mais on va certainement avoir une dynamique positive quand même avec cette action-là, ce nouveau gouvernement qui devrait apaiser les choses. Donc éventuellement, ça peut se tenter. Et puis la BNP, elle est plutôt solide. On a également Crédit Agricole qui prend plus 1,2. Elle aussi, c'est le même graphique. On est toujours haussier, hein, à long terme. On avait une petite consolidation qu'on vient casser ici. On avait probablement ces derniers jours joué un peu l'annonce hein, du Premier ministre. Donc c'est pour ça que ça commençait à s'exciter. On a la confirmation. Il faut que ça continue à monter, parce que si derrière on repart vers le bas, finalement la hausse, ça sera déjà passé. Mais à mon avis, c'est plutôt favorable quand même à court terme aussi pour le Crédit Agricole. Maintenant, mesurer l'impact que ça va avoir et surtout la quantité qu'on peut espérer de hausse de pourcentage avec ces annonces sur une valorisation qui est déjà élevée. C'est ça, moi, qui m'embête un peu, c'est que on est peut-être, vu le contexte économique un peu au ralenti, est-ce qu'on va surpayer les bancaires? C'est pas sûr. Et la Société Générale, elle aussi, hein, plus 2,4.
ECAS un peu moins fort, mais toujours le même principe. On a aussi le gap, hein, le gap du début du mois, qui est pas encore comblé. Là aussi, ça peut s'apprécier, hein, peut-être en court terme pour essayer de voir si elle en a un peu sous la pédale. Mais alors, sur la Société Générale, elle a été un peu plus vendue que les autres, donc la valorisation n'arrive pas énormément, pas très cher. Bon, il y a aussi une visibilité un peu moindre, hein, et puis dernièrement, il y a eu des plans un peu compliqué pour baisser les coûts notamment, hein. Il y a eu quelques mauvais investissements. Il y a eu aussi ce qui était fait en Russie qui a coûté un peu cher à la Société Générale. Euh, on est peut-être sur des niveaux médians. C'est pour ça que moi, je vois pas une option super intéressante à l'achat, mais elle peut très bien arriver avec ce nouveau gouvernement qui va arriver. C'est pour ça que si j'achèterais maintenant, je me protégerais peut-être avec des stops sur une tendance qui se retourne à la baisse. Donc je suis assez partagé sur les bancaires, mais je pense quand même qu'à court terme, elle devrait en bénéficier. Mais on est sur des niveaux qui sont et un contexte économique qui est loin de les favoriser. Voilà. On va parler aussi du luxe avec le luxe, c'est un peu une catastrophe. Hop, Hermès. Alors, on va commencer par LVMH. Pourquoi? Parce que c'est la première pondération du CAC. Alors on se demande jusqu'à quand, parce que s'il continue à baisser, ils vont se faire bouffer. Voilà, on l'avait dit, hein, on a fait le rebond technique, on a comblé le gap. Est-ce que ça vaut le coup d'investir? Probablement pas, ça semblait trop tôt, hein. On a la confirmation, on revend, on recasse le support ici intermédiaire. On a un gros support à 577. On avait cette zone-là ici si on atterrissait un peu gentiment, mais là finalement le luxe avec toujours la Chine qui dort, on a vendu aussi avec les États-Unis, hein, et le marché de l'emploi moins fort. Parce qu'on a aussi beaucoup de débouchés sur le luxe sur le territoire américain, donc forcément ça baisse, ça descend. Parce qu'aujourd'hui, on se demande, est-ce qu'on va continuer à acheter des produits comme ça assez cher? Alors la réponse, elle est oui, mais surtout, c'est la reprise. Quand est-ce qu'on va redémarrer? Parce on était arrivé sur le luxe, sur des niveaux de valorisation quand même super élevés. Et on avait progressé malgré un contexte peut-être un peu limite et un peu tendu. Donc le PER notamment a fait tous les ratios, hein, sur le luxe était un peu élevé. Et avec à nouveau maintenant la baisse des taux qui va se faire dans un contexte global de ralentissement économique, on se demande quelle va être la part du luxe dans la continuation de la tendance, ou est-ce que le luxe va pouvoir continuer à exister dans un marché dégradé. Alors normalement, ça reste quand même des dépenses qui sont faites par les ménages les plus aisés, donc qui ne devraient pas être impactés par le ralentissement. Ça, c'est le verre à moitié plein. Le verre à moitié vide, c'est qu'il y a un ralentissement, et donc plus ou moins tous les ménages sont touchés, et donc les dépenses discrétionnaires vont baisser. Il y aura forcément un peu des deux. La question, c'est de savoir de quelle partie va prendre un peu le pas. Et surtout, quand est-ce qu'on va avoir finalement des données plutôt favorables pour repartir. Et c'est ça, je pense, que le marché attend sur le luxe. C'est le catalyseur, le signal qui nous dit, bon, maintenant, c'est fini, on a atteint un point bas, la relance commence à revenir, et le luxe va à nouveau performer. Et ça, je pense qu'il faut l'attendre sur des annonces, peut-être des résultats, plutôt des annonces macro que sur les résultats d'entreprise. Et ça pourrait repartir. Mais là, ça a été vendu parce que, on le sait, quand le marché n'a pas de visibilité, quand le marché prend peur un petit peu, il n'hésite pas à être excessif et à dérisquer. Il dérisque, il vend et il revient après quand il a une visibilité. L'avantage, c'est que c'est des fois excessif, trop, et ça permet des points d'entrée intéressants. Donc le luxe, quand il a fini de sa chute et que le marché se dira finalement maintenant ça redevient intéressant, on pourra revenir et avoir déjà un prix assez bas et
une montée, une progression assez rapide aussi, donc un pourcentage super intéressant sur les niveaux du luxe. C'est trop tôt, je pense. Il faut attendre. On va regarder Hermès, c'est exactement la même chose, -6. On l'avait vu, un triple échec ici sur les 2226. Derrière, bah, on va peut-être revenir ici, combler le gap, ce fameux gap de... Alors c'était peut-être les résultats. Je sais que LVMH, ils avaient explosé sur résultats, et Hermès, c'était peut-être la même chose. Ou alors c'est les résultats d'LVMH qui avaient propulsé aussi Hermès. Enfin bon, ça a peu d'importance. Il y a le gap à 1825. C'est peut-être une zone que le marché va aller rechercher. La zone support autour des 1800. Et peut-être septembre-octobre, se dire que finalement, le marché va pas si mal. L'économie ralentit, mais on est toujours en croissance. Et le luxe va repartir. Là aussi, trop tôt pour rentrer, je pense. Attendre la confirmation. Parce que le marché peut être super excessif et super baissier encore pendant un moment, mais c'est des valeurs qu'il faut pas oublier. Et peut-être une à oublier, c'est Kering, hein, toujours. Bah, hop, nouveau plus bas sur Kering, on a cassé les 246. Là aussi, quand le luxe reviendra, elle reviendra, mais moi j'ai tendance toujours à privilégier les leaders de secteur et ceux qui performent bien. On a le choix sur le CAC entre LVMH, Hermès et Kering. Moi je préfère LVMH et Hermès, forcément. Après, on a le droit de jouer éventuellement des recoveries comme ça sur des marchés qui déçoivent, mais des actions qui déçoivent, mais moi, c'est pas celle que je privilégierais. On peut également parler de Pernod Ricard, qui avait alors c'est assez hallucinant, qui avait un contrat normalement avec le PSG, et ça n'a pas plu à la marque, qui est un peu basée à Marseille. Et toujours cette guéguerre Paris-Marseille, c'est assez lunaire quand même, voire moyenâgeux, cette réaction. Il y a eu des réactions un peu de plein de monde, notamment de chez Pernod Ricard, des dirigeants ou des anciens dirigeants plutôt, qui étaient défavorables, qui appelaient au boycott. Et finalement, ça va pas se faire. Donc de voir quand même Pernod Ricard, qui est une marque à l'international, qui vend partout, qui est obligé d'arrêter un contrat parce qu'il y a des... On ne sait pas trop comment les appeler à ce stade. Des énergumènes qui sont toujours dans cette guéguerre un peu Paris-Marseille. C'est complètement lunaire. Ça aura peu d'impact, je pense, sur la marque, tellement elle est importante, et elle trouvera d'autres relais de croissance, d'autres contrats, notamment avec d'autres partenaires. Mais bon, le PSG, ça se fera pas. On continue de suivre Pernod Ricard parce que les taxes sur la Chine ont été plus ou moins validées à des niveaux décents par rapport à ce qui pouvait être fait, notamment pour contrecarrer. C'était des mesures de rétorsion face aux véhicules chinois et la surtaxe des pays européens. Donc là, c'est en train de se normaliser. Il y a aussi les stocks qui avaient été écoulés, qui avaient été un peu trop gros durant l'année, et qu'on finit d'être écoulés. Donc là, on va refaire des stocks. La demande devrait repartir. Donc Pernod Ricard devrait rebondir aussi, avoir des chiffres intéressants. On en a parlé depuis le début de l'année, on attendait la rentrée. La rentrée, c'est maintenant. Donc, on a déjà eu le premier boost, le rebond technique sur les 141. Tout ce qu'il y a entre c'est de la construction. Il faut observer la construction, les signes de force, les signes de faiblesse, les zones de cassure et rentrer. Et je pense que Pernod Ricard, à l'horizon 2025, on aura peut-être un niveau supérieur aux 140. Donc, le but, c'est de voir un peu ce qui va se passer maintenant, de nettoyer ça et de surveiller. Mais oui, ça sera intéressant, évidemment. Et on va regarder s'il y a d'autres grosses variations éventuellement intéressantes. Unibail, on l'avait dit, elle est en train de casser sur le secteur notamment commercial et immobilier commercial. C'est pas mal, ça tient. Pas super fort parce qu'on a recassé, mais là on recassé à la baisse, là on recasse à la hausse. Ce que j'aime bien, c'est des petits volumes. Alors c'est pas encore énorme, mais c'est plutôt soutenu, 3 fois sur 5 là. Et puis le chandelier d'aujourd'hui, il est plutôt beau. Donc oui, sur Unibail, a priori, on retrouvera la résistance sous peu, je pense. Et ce qui n'a pas marché à part le luxe, on a
Dassault, on en avait parlé, hein, on a comblé le gap, mais on est toujours baissier sur Dassault Systèmes. Et puis à la fois l'armement et puis aussi la zone, enfin, la division médicale sur Dassault Systèmes qui peine à gagner de l'argent. C'est trop tôt, je pense aussi sur ces valeurs-là. Donc on oublie. Et oui, je voulais parler d'Air Liquide parce qu'on a un petit gap baissier sur Air Liquide. Triple échec sur les 170, gap baissier. Petite alerte, petite, parce que pour moi le titre reste haussier, malgré le ralentissement, c'est quand même les gaz, notamment à l'industrie et médicale, sont peu enfin moins soumis au pourcentage et aux aléas de la croissance et de l'économie. Donc ça restera toujours plutôt favorable. Ce que fait Air Liquide, qu'on a déjà eu la consolidation. Et qu'on revient sur des niveaux qui doivent être rachetés, à savoir le support à 159 et surtout la moyenne à 200 à 163. Qu'est-ce qui peut nous faire peur? Bah, c'est qu'on réagisse pas rapidement. Si on revient sur les 159, qu'on les enfonce, attention, maintenant, toute cette zone-là, elle peut s'interpréter comme une zone d'achat relativement intéressante pour le moyen terme. Donc là aussi, ce qu'on surveille sur Air Liquide, c'est les intensités, les forces, les signaux que nous donne le marché, les gros chandeliers, les zones de cassure, les volumes qui vont être donnés ces jours suivants. Parce que là, on a un signal assez négatif, assez fort, et on doit avoir une réaction et des rachats sur ces niveaux-là. Si on les a pas, on aura la confirmation qu'Air Liquide, il se passe peut-être quelque chose de mauvais. Si on les a, ce sera une zone d'achat intéressante pour jouer le moyen terme, puisque ça reste largement haussier, je pense, et les avoir sous les 160. Hein. On n'est même pas sous les 160. Le gap a l'air gros, mais finalement, les pourcentages sont pas énormes. 3%. Voilà, on a perdu 3% sur Air Liquide. Donc, ouais, c'est toujours, à mon avis, positif hein, sur Air Liquide. Il faudra juste surveiller les prochains chandeliers. Et la tech, ah oui, je voulais faire la... Ah, je parle trop. La tech américaine. Avec Nvidia. Ah, Nvidia qui ralentit sa baisse, hein, on en avait parlé. Pour moi, les chiffres étaient bons et la baisse ou la consolidation à ce stade, parce que c'est que de la consolidation, elle devrait être rachetée. Je pense que la phase de progression à nouveau devrait arriver. Alors est-ce qu'on va la voir rapidement, c'est-à-dire dès le mois de septembre, voire octobre, pour un nouveau run sur l'IA? Peut-être, c'est pas ce qui est le plus probable, parce que ça demande peut-être encore un peu de temps et peut-être de partir à la fin de l'année, octobre-novembre ou plus tard. Mais pour moi, l'IA a loin d'être, est loin d'avoir fini sa progression et sa montée en avant. Donc Nvidia aussi devrait performer, je pense. On surveille AMD, qui elle aussi hein, est en consolidation un peu plus forte, un peu plus négative, mais dès que les leaders hein, devraient confirmer, tout le secteur va continuer à monter. Là, techniquement, c'est pas terrible ce que nous montre AMD. C'est pour ça qu'on avait fait le petit dessin justement, et pour l'instant, on est exactement dedans, c'est-à-dire continuation hein, de la consolidation. Il faudrait tenir les 132, mais si c'est le cas et qu'on casse, on ira certainement beaucoup plus haut. À suivre avec Alphabet, donc c'est Google. On a cette phase de conso, avec cette tentative ici de sortie échec. Là, on retrouve la moyenne à 200, on a le support ici, on a déjà comblé le gap. On en a un qui semble un peu bas hein, sur les 143, et pourquoi pas, hein, le marché en excès, boum, va taper les 143, et puis derrière, hein, tout va bien. Finalement, le ralentissement économique n'est pas si mauvais que ça. On continue d'investir dans la tech, l'IA rapporte de l'argent, l'IA rapporte de plus en plus d'argent, on est leader sur l'IA, on est leader sur le cloud, donc forcément Alphabet, ça va remonter. Donc je pense que on est en train d'arriver peut-être vers des prix qui vont être super intéressants pour la suite et qui vont nous amener vers des rallyes haussiers intéressants, parce qu'on aura à la fois les pourcentages et le temps, c'est-à-dire des pourcentages intéressants
en termes d'intensité et le temps qui va être réduit parce que si vous investissez maintenant et que ça met 3 mois à démarrer, c'est un peu ennuyeux, mais si vous investissez maintenant et que ça remonte directement, forcément votre investissement est plus intéressant parce que même avec la même augmentation de pourcentage, le même gain, si vous le faites en un mois ou si vous le faites en 4 mois, bah forcément c'est pas le même rendement. Donc Alphabet qui se rapproche, je pense, d'une fin de conso. Donc là aussi c'est à surveiller. On aura les indicateurs pour nous confirmer ça. On a ARM aussi hein, qui réagit un petit peu aujourd'hui, qui a tenté hein, de repartir, mais comme le top départ n'a pas été donné par tous les acteurs, notamment IA et semi-conducteurs, on continue de consolider, mais on consolide un peu gentiment. Moi je suis sur ARM, je suis toujours plutôt positif. Euh, Intel, ils font un peu peur. J'irai pas forcément chez eux, mais regardez IBM. On avait parlé d'IBM récemment, le dinosaure hein, qui a un siècle, qui revient dans la partie. Bah oui. Et lui, il est plutôt haussier. Il donne pas de signaux de négatif. Hein. On est allé chercher ici la tasse, lance. On a cassé lance. On est en train d'exploser. Alors que toute la tech, un peu tout ce qui est IA, continue d'aller vers le bas. Bah eux, IBM, ils vont vers le haut. Donc oui. Là, on a une valeur qui est sur un secteur porteur, qui est même à contre-courant du secteur et qui surperforme. Donc, plutôt intéressant à prendre maintenant ou à prendre sur repli, à recharger après, à prendre une partie maintenant. Donc, toujours plutôt largement favorable sur ce genre de valeur. Hein. Et puis, il y a les dividendes qui tombent régulièrement. Meta Platform. Là aussi, on a pas mal d'échecs sur les mêmes niveaux, mais derrière, qu'est-ce qui se passe? On rend quasiment rien. Et on rend de moins en moins, surtout. 530, on descend sur les 414. 540, on descend sur les 458. 540, on descend, bah là, on est déjà en train de freiner la descente. Un moment où on va quasiment plus descendre et puis on va repartir vers le haut parce qu'on aura fini la conso. Certains consolident un peu en drapeau et puis certains consolident plutôt à plat dans un range. C'est le cas de Meta Platform, c'est plutôt un signe de force. Donc là aussi, tout ce qui est secteur pub, sur Internet, porté par l'IA aussi. Hein. L'IA, ça permet aussi de développer au mieux et d'augmenter les ratios sur la publicité notamment. Hein. Ça devrait repartir avec la tech, je pense. Et puis Microsoft, toujours, hein, leader, on le voit. La consolidation, le faux départ. On revient quasiment sur les mêmes niveaux. On est même au-dessus hein, du niveau sur lequel on avait baissé sur Microsoft le support à 382. On est sur la moyenne à 200, là on est sur les zones d'achat a priori. On n'attend plus que le petit top départ hein, dans cette phase un peu de conso sur Microsoft. Première phase de conso, hop, là il y a la cassure, petite congestion et on attend de casser vers le haut. Et puis là ce sera plutôt intéressant hein, si on a ça. Et Tesla qui est un peu à contre-courant, qui marche bien. On parle notamment je crois que c'est d'autoroutes spécialisées ou d'autorisation pour les véhicules autonomes, donc les Tesla hein, qui roulent toutes seules, avec des contrats, enfin des autorisations en Chine notamment, il y en a aussi aux États-Unis, donc ça peut aider éventuellement les acheteurs hein, de Tesla. Moi, je suis toujours un peu prudent parce que les dernières ventes et les dernières coupes de prix, la concurrence qui est énorme sur Tesla, bah ça donne pas trop envie de rentrer. Et on a plus de chances quand même de décevoir le marché que de performer. Et puis les ratios de valorisation, ils sont déjà plutôt corrects par rapport à ce qu'on a eu. Ils étaient déjà, alors on le savait là, quand ils étaient déjà trop élevés, mais on a eu un peu un retour à la normale. Il faudrait des ventes importantes, des marges qui augmentent, puis battre la concurrence un peu pour voir Tesla repartir. Et moi, je les ai pas ces chiffres-là, donc j'ai pas trop envie d'investir sur Tesla. Et j'en ai oublié un, c'est pas grave. On va faire rapidement les valeurs abonnées. Hop, ça devait être celle-là. Advicen, donc plutôt dans le secteur médical, biotech. Non. Pourquoi Advicen? Non, parce que gros gap baissier. Alors,
À très court terme, forcément, hein, on peut jouer peut-être les petits mouvements. On le voit ici, un mouvement de rachat, on a une tentative. Si on le prenait, on pouvait gagner jusqu'à 10 ou 15%. Maintenant, c'est super risqué. Donc, c'est plutôt à jouer avec une petite ligne et puis pour faire des petits mouvements et puis suivre le marché, mais c'est pas de l'investissement à ce stade, hein. On peut très bien avoir demain encore un gap baissier qui nous emmène vers le bas. C'est largement baissier, on le voit. Et puis les rebonds très forts, très juteux, mais généralement, il faut les vendre quasiment le jour même ou le lendemain, sinon on est perdant. Donc pour l'instant, non, il faudrait des très gros volumes à la hausse pour nous faire re-rentrer sur Advicen. Là, c'est pas le cas, parce qu'on le voit qu'on a déjà eu ces très gros volumes, et ils n'ont pas suffi, hein, à Advicen à tenir, ne serait-ce que tenir le cours, parce qu'on a fini par le casser vers le bas. Aperam, on l'a déjà fait hier. ASML, secteur semi-conducteur notamment, on attend un peu la reprise. Il y a une sorte de prise de bénéfice, de digestion un peu sur tout ce qui est tech et IA. On peut avoir le... Alors, il y a eu un petit gap là. Hop, sur SML. Moi, je vois ça surtout. Les volumes ici, autour du 1er août, avec une mèche basse, un corps de chandelier énorme, une réaction sur support, quand on avait comblé le gap ici sur les 711, on a rebondi sur les 691, ça c'est intéressant, c'est vraiment un niveau super fort qui tient et qu'il faut surveiller, les 691 sur ASML. C'est-à-dire que si on revient, qu'on casse à la baisse, le marché nous dit ASML au revoir, c'est fini. Par contre, si on travaille, hop, si on travaille là-dedans, hop, comme ça, tant qu'on reste au-dessus des... Alors non, pas comme ça évidemment. Hop, 611, donc tant qu'on travaille ici, au-dessus des 611, entre les 756, et qu'on arrive à casser les 756, on pourra se remettre dans une dynamique de construction et de progression sur tous les semi-conducteurs, avec IA, avec Nvidia, avec d'autres valeurs également. Donc à surveiller toute cette zone-là sur ASML et à tenir, hein, les 691. C'est cette zone-là, hein, 691. Aspen Technologies, on l'avait déjà fait hier aussi. Attention, hein, au retour, c'est un peu haut. Au Rubis, j'avais répondu en commentaire. Alors oui, ralentissement, la baisse des matériaux notamment qui est un peu en jachère, mais dès que ça va reprendre, si ça reprend, ça emmènera tout avec lui. En plus, on a une demande forte sur le cuivre, il n'y a pas assez de production. Pour moi, j'ai toujours investi, hein, sur le cuivre, même si ça fait rien depuis quelques semaines. C'est quand même un matériau, un minerai qui va être minerai, oui, un matériau qui est super intéressant pour plein de domaines. Et qui est pas trop remplaçable actuellement, donc on va en avoir besoin, il va y avoir une demande, ça va repartir à la hausse. On a déjà une congestion très forte, hein, sur tout ce qui est cuivre. On a eu un faux départ, ça va repartir. On tient les niveaux clés un peu sur le cuivre, on les tient sur toutes les minières aussi. Je pense qu'à moyen terme, faut juste être patient. Donc sur Orubis, on le voit, il y a eu des déceptions, hein, sur les chiffres, mais finalement, derrière, c'est racheté, ça revient à la moyenne un petit peu, ou bah, ici, autour des 70. 70, c'est un peu la moyenne entre le gros support, hein, qui avait été racheté sur les 60, et puis le faux départ, un peu l'espérance sur les 80. Derrière, qu'est-ce qu'on fait? Bah, ce qu'on peut espérer, justement, c'est ce retour à la moyenne, cette baisse de la volatilité, ce retour sur les 170, et puis là, les volumes, les retours des investisseurs, et puis on va augmenter. Donc moi, je suis plutôt optimiste sur Orubis, sur le cuivre à moyen terme. Maintenant, à court terme, oui, on peut avoir encore des déceptions, mais ça va finir par monter sur le cuivre. Puis oui, l'oblique RSI qui est pas loin de casser aussi sur Orubis, c'est à surveiller. Moi, je serais pas surpris d'avoir bientôt une explosion à la hausse. J'ai mis Eli parce on m'a demandé Novo Nordisk. Moi, je préfère Eli Lilly parce que c'est moins risqué. Elle a eu aussi pas mal d'annonces sur des médicaments qui marchaient mieux, qui avaient des meilleurs rendements, hein, notamment sur les baisses les pertes de poids.
entre autres, pour le diabète. Et elle a aussi une division oncologie et puis maladies rares intéressante. Donc elle est un peu multitâche. Elle n'est pas que sur le diabète, obésité. Et elle a des bonnes nouvelles qui sont arrivées dernièrement. Donc c'est plutôt elle que je choisirais maintenant. Techniquement, on sent qu'il y a de la conso. Il y a un double échec ici sur les 964. Elle est en train de baisser. On attend la fin de la conso, mais certainement. Certainement. Alors là, c'est le scénario négatif. On aura peut-être une reprise avant sur Eli Lilly. Novo Nordisk. Eux, ils sont axés que là-dessus. C'est-à-dire que si ça marche, ça va marcher très bien. Mais si ça marche pas, ils n'ont pas d'autres médicaments, ils n'ont pas d'autres pas d'autres secteurs, mais pas d'autres thérapies pour les sauver, Novo Nordisk. Donc, s'ils ont des bons médicaments sur l'anti-obésité et le diabète, ça peut continuer, mais un peu comme ce qui s'était passé sur les véhicules électriques et hybrides. Il y a la concurrence qui commence à arriver, qui commence à couper les marges. Donc, moi, c'est ça que j'ai un peu peur sur Novo Nordisk. Ils ont tellement été survalorisés, ils ont tellement bien marché. Le marché, il reste énorme hein, sur le secteur anti-obésité et AVC éventuellement, et diabète. Mais bah, y a d'autres acteurs qui sont en train de venir. Il y a Roche qui est en train de venir. Il y a peut-être d'autres Big Pharma qui vont s'y mettre. Donc, le gâteau, il va devoir se partager à plusieurs. Et Novo Nordisk, ils vont voir leur part de marché un peu peut-être être mangée. Alors ils sont toujours leaders parce qu'ils sont en avance en termes d'années, en termes de recherche par rapport aux autres, mais on voit que ça commence déjà à piocher. Les investisseurs, les analyses sont plutôt favorables quand même sur Novo Nordisk. Moi je mettrais un petit bémol quand même. Ferrari, c'est bien parce que on a peut-être un début de conso qui arrive ici. Gros signal acheteur ici, un gap haussier, on casse la résistance à 407. Là, on va vers de la conso a priori. La MACD s'inverse. On revient au niveau du RSI hein, sous les 70, 56, on revient fortement. C'est volatile. Ce qu'on cherche maintenant, c'est le retour relativement proche du gap ou des 470, une baisse de la volatilité et une reprise vers l'avant. Et là, on pourra racheter ou acheter si vous n'êtes pas dessus. Moi, je ne l'ai pas pris. J'avais pas de liquidité à ce moment-là, malheureusement, sur Ferrari. Mais si on a un retour là, peut-être ça hein, que je rachèterais sur Ferrari. Donc, à surveiller. Hafner Energy. Alors, on a des beaux rebonds qui sont battus souvent avec des gros volumes. Donc, ça peut être intéressant. En plus, elle est en France, je crois, celle-là. Ouais, elle est sur Euronext Paris, donc c'est intéressant. Gros volume, c'est acheté. Alors après, c'est vendu forcément parce que on a des pourcentages monstrueux, mais on peut jouer peut-être, on le voit, les nouveaux gros volumes. Donc quand il y a une baisse de volatilité, se placer, attendre les volumes, boum, on vend. C'est revendu, boum, à nouveau vers les 1-2, on vend. Là, la phase, elle est peut-être partie, donc éventuellement, c'est pour jouer. À nouveau ça, hein, 0,7, 0,8, 1,2, on va chercher peut-être les 1,5, les 1,6. Donc se placer pour peut-être une demi-marche, une demi-zone, hein, mais ce qui fait quand même 50%. Pourquoi pas? Ça se tente encore. Sur une petite ligne, évidemment, hein, ça reste spéculatif, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on sent quand même qu'il y a un retournement qui est peut-être en train de se valider. Hein. On le voit ici avec les moyennes qui vont se retourner. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est que même si c'est vendu, les gros pics sur volume, derrière, on rachète toujours plus haut. On le voit sur 0,7, sur 0,8, sur 1,2, avec des volumes toujours énormes. Donc éventuellement, oui, ce genre de valeur en spéculatif est intéressant. Alors Arrow, là, c'est pas la même que la dernière fois, je m'étais trompé. Gap haussier, donc très bien. À court terme, on achète. Ça continue de monter. Puis là, on signale potentiellement la fin avec un début de conso. Généralement, les premiers retours hein, sont achetés, donc à voir jusqu'où ça va descendre. Mais ça peut encore s'acheter Arrow si on revient autour des 300 et qu'on repart. Ou même maintenant, hein, on commence déjà à baisser, mais j'achèterai pas maintenant, je pense. J'attendrai peut-être un retour un peu plus bas. Et puis, hop, la moyenne à 50, là, hop, pour acheter et repartir. Ça peut être pas mal. Mediane Technologie, on l'avait déjà fait, rien de nouveau. Micron Technologie, je sais pas si on l'avait fait, mais échec sur la moyenne à 200 ici plusieurs fois. Derrière, on baisse. Attention, plutôt négatif hein, sur Micron.
Ouais, négatif. Novo Nordisk, on l'a fait. Aux Immuno, j'en avais parlé en commentaire. On est arrivé sur l'objectif des 8-6, on les a dépassés. On peut éventuellement vendre sur objectif et puis garder la moitié de la position parce qu'on n'a pas de signal baissier à ce stade. Donc on peut encore espérer aller taper les 10, pourquoi pas. Et si ça descend, comme ça a été pris, alors je crois que c'était sur les 7,20, peut-être mettre un stop ici sur les 7,7. C'est le dernier plus bas qui avait été fait après la période ici de baisse de volatilité, d'achat, un peu d'accumulation. On est monté. Et puis on est descendu au plus bas sur les 7,7. Donc ça semble un stop intéressant autour des 7,70. C'est-à-dire que si on y revient, si on revient par là, on a de grandes chances de stopper définitivement la hausse. Enfin, la nouvelle hausse. On pourra encore repartir, mais et ça permettra quand même d'acter une partie des plus-values. Mais je pense qu'elle a quand même peut-être encore sous le pied parce que le chandelier il est beau, il n'y a pas de mèche haute, on a un gros chandelier vert, on a encore des volumes, donc oui, peut-être encore 1 ou 2 jours à aller plus haut avant de vendre. Après, c'est toujours le dilemme. Est-ce qu'on vend un plus 40, est-ce qu'on vend un plus 20 quand on a des belles choses comme ça? À ce stade, il n'y a pas trop de signaux baissiers, donc je tenter de rester dessus. PDD, c'est pas beau. Gap baissier, on casse toutes les moyennes, on est en dessous, derrière ça continue de baisser. Non. Là, on était malheureusement. Alors, c'était assez neutre et puis il y avait des tentatives de reprise, mais ici, on avait quand même une alerte sur les 152,99. Échec, et on revient dessus. Échec. À partir de là, on peut être potentiellement inquiet. Malheureusement, il y a eu un gros gap baissier. Ça, on peut pas le savoir à l'avance. Derrière, on casse tout. Malheureusement, faudrait déjà être parti. Alors, quand revenir? On a ici une zone de gap qui existe encore, qui pourrait être comblée par le marché et qui pourrait être intéressante, c'est sur les 80-50. Donc si on a un retour et un rebond sur cette zone-là, ça peut s'acheter. Ruby, on a les résultats ce soir, donc on en reparlera éventuellement demain. Sur Ruby, ça va certainement être un peu acheté ou vendu. On verra s'il y a un gap demain matin à l'ouverture. Mais oui, moi je suis toujours plutôt favorable à acheter peut-être demain. On en reparlera. Et puis Tencent, on l'avait vu hier. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. C'est un peu long. Faut que je fasse plus court. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. On en discutera. Bon trade, à plus.